Vous allez devoir maintenant soit poser des questions ou contribuer. Je vous accorde la parole. Merci, moi c'est professeur Sadiki. Je suis professeur à l'Institut supérieur de développement rural et à l'Université évangélique à Bukavu. Et pour le moment, je suis à Kinshasa, presque de manière permanente. Je dois avouer que j'ai trouvé qu'il fallait absolument venir parce qu'on parle du rôle des intellectuels. Aussi, ça me préoccupe un tout petit peu. Comme universitaire, comme professeur d'université, je me dis, mais le travail que nous continuons à faire, et je suis content d'avoir des aînés comme le professeur Kamana qui est là, le travail que nous continuons à faire, chaque année, on diplôme des milliers de nouveaux cadres déversés sur le marché de l'emploi, mais le comportement reste le même. Et parfois je me dis, est-ce que, comme producteur d'intellectuels, parce que non, généralement on prend universitaire et intellectuel comme étant synonymes, est-ce que nous changeons, nous contribuons à changer la société? Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la présentation de M. Freddy par rapport à son ouvrage, c'est un peu cette conclusion, je dois avouer qu'elle m'a surpris, qu'il n'y a pas d'autonomie intellectuelle sans autonomie financière. Et je crois que c'est là qu'il y a le problème. Parce que finalement, nous sommes tous dans le piège de la survie. Et ceux qui n'ont pas fait des études très longues, mais qui ont compris que le pouvoir et l'argent suffisent pour conduire la société, mettent en place des mécanismes, surtout sur le plan politique et de la gestion de la société, qui paupérisent les intellectuels. Et je me dis, avec toute la bonne volonté qu'on a, s'il n'y a pas un minimum d'autonomie en termes de moyens de survie, même la capacité de réflexion, elle est entamée. Mais alors, c'est là où il y a ma question. Je ne sais pas si, dans l'ouvrage, ou peut-être plus tard, M. Freddy pense creuser davantage cette question de comment rendre les intellectuels financièrement autonomes. Parce que ce n'est pas facile. Et moi, je me dis, ça nous amène dans un cercle vicieux. Parce que nous mettons en cause l'école, qui produit déjà des gens pour l'extérieur, des capitaux, comme vous l'avez dit, mais on est aussi géré par des gens qui ne veulent pas que les choses changent beaucoup. Donc un système politique, un système de pouvoir qui paupérise. Finalement, comme c'est un cercle vicieux, c'est à partir d'où? Et je me dis, faudra-t-il une révolution politique? Que les intellectuels se décident de dire, il faut que la manière dont la société est gouvernée, et là je me dis, la clé se trouve dans la politique. Je ne veux pas cacher. Je crois que la clé se trouve dans le système de gestion de pouvoir qui peut libérer l'école, qui peut libérer les intellectuels de telle façon que quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous avez un minimum pour survivre. Si cela n'arrive pas, si cette révolution n'arrive pas, je crois que le cercle vicieux risque de continuer. Alors je me dis, M. Freddy, est-ce que vous pensez creuser davantage comment arriver à ouvrir la voie à cette autonomie financière pour les intellectuels? Parce que je me dis que ça, c'est une conclusion très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Angèle Makombo. Je suis une femme politique, leader d'un parti politique, et je suis également membre du Conseil économique et social de la RDC. Le livre, je ne l'ai pas encore lu. Je suis impatiente de l'acheter et de le lire. Mais en tout cas, les thèmes abordés ont souvent fait l'objet de discussions entre M. Freddy Mulumba et moi-même. Et là, si j'ai bien compris, il fait un mot qu'on aime beaucoup au Congo, qui est à la mode. Il fait un état des lieux, en fait, des intellectuels congolais. Il relève pas mal de défaillances. L'État, hein, on a tous entendu, il a parlé de paupérisation, il a parlé de l'éducation, il a parlé des valeurs. Mais je suis un peu restée sur ma faim parce que je dis état des lieux, oui, mais la solution, c'est laquelle? Je pense que c'est une réflexion que nous devons poursuivre. Mais je voulais dire que le professeur, que j'ai eu le plaisir d'entendre lors d'une autre conférence
à l'hôtel Béatrice, m'a enlevé le mot de la bouche. La solution, je pense, passe par le politique. Je cite malheureusement, ma référence est occidentale. Je cite le ministre des Finances, je crois, de Richelieu, qui disait « Faites-moi une bonne politique et puis moi, je vous ferai une bonne économie ». Eh bien, je pense que c'est la même chose dans ce domaine. Et ce qui nous ronge comme vraiment un cancer, c'est l'inversion des valeurs. Il n'y a plus de valeurs. L'intellectuel, oui, se lance en politique, se fait corrompre, le premier par rapport aux autres. Et il y a une corruption qui ronge. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on raconte par des gens assez bien, qui sont une bonne source, que la pétition qu'on a lancée contre la présidente de l'Assemblée nationale, eh bien, pour se défendre, elle mène une contre-campagne et elle a demandé, dans le cadre de cette contre-campagne, d'approcher les députés pour que la cabale contre elle cesse, mais moyennant des billets verts. Donc, c'est constamment comme ça. Alors, moi, je me dis, c'est vraiment l'intellectuel qui n'a pas cette autonomie financière dont a parlé M. Freddy Mulumba. Cet intellectuel qui, comme on dit, est dans le qui cherche. Mais comment il va réfléchir à des pistes de solutions pour faire avancer justement les véritables causes dans notre pays? Donc, c'est autour de ça qu'on doit vraiment trouver la solution. Et au lieu de penser, par exemple, de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a différents domaines dans l'entrepreneuriat, on pense d'abord, tiens, comment je vais pouvoir m'approcher d'un tel ministre pour obtenir tel avantage, pour vendre ma conscience. Donc, j'avoue que c'est une question très, très intéressante, mais c'est une question très frustrante, parce qu'on n'arrive pas à trouver comme un modus operandi ou bien une recette, dire voilà comment ces intellectuels, comme vous l'avez dit sans embâche, les intellectuels congolais qui ont échoué, comment faire maintenant pour qu'ils se relèvent et qu'ils soient la lumière qui nous conduit au développement, au changement, etc. Cette réponse, merci, on ne l'a pas encore trouvée. Moi, c'est Alpha Nyembo. Premièrement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Freddy. C'est comme un accusateur. Il accuse les intellectuels. Mais il a oublié qui est l'auteur de cette maladie. Il faut chercher l'auteur. Pour moi, l'auteur, c'est le psychologue. Le psychologue, c'est l'homme le plus habilité de transformer l'homme en psychologie. Nous, les Congolais, nous avons oublié les psychologues. Vous arrivez dans une entreprise, il y a l'absence de psychologue. Or, le psychologue, c'est lui qui est chargé à transformer l'homme. Ça, c'est le premier élément. Dans votre conclusion, vous avez dit l'absence de moyens qui amène l'homme intellectuel derrière des politiciens. J'espère que vous êtes un grand lecteur. J'avais suivi un documentaire de Hitler. Hitler a déplimé une poule avec des graines. Il a commencé à jeter des graines, les poules commencent à les suivre, malgré déplimer. Il a dit, voici comment les idiots les peuplent. Or, on commence par Samuel Mobutu. Mobutu n'était pas vraiment intellectuel. Il était semi-lettré. Il suffit de regarder son écriture dans les livres. Maintenant, ma question est celle-ci. Monsieur Freddy, je vous ai suivi depuis quand vous êtes arrivé à Kinshasa. On était ici, c'est la balkanisation. Vous avez beaucoup milité. Un jour, on s'est croisé avec vous au Centre culturel américain. Vous étiez l'homme le plus privilégié.
l'homme le plus privilégié à l'ambassade des États-Unis. Je me suis posé beaucoup de questions dans mon intelligence. Donc vous avez des mèches. Parce que vous êtes sponsorisé par les Américains. Parce que vous avez accusé que les intellectuels, leur pensée tournait à l'extérieur, extraverti d'intelligence. Mais ces jours-là, vous étiez l'homme le plus privilégié au centre culturel américain. Je me suis interrogé. Mais là, ma question est celle-ci. Mais c'est Freddy Mulumba. Quelle solution vous pouvez apporter? Parce que vous êtes à la RTNC. Quelle solution vous allez apporter à cette constat que vous avez manifesté ici? En tant qu'intellectuel, je peux avoir mon point de vue. Vous pouvez avoir les vôtres. Personne n'a les monopoles de la vérité. Personne. Donc ça signifie qu'il faut qu'il y ait tolérance. Beaucoup de gens disent que, comme tu dis là, il y a des Américains derrière, c'est une erreur l'analyse. Il y a dernièrement Wikileaks qui a sorti un câble sur moi et Kabongo. Et comment le câble est sorti? J'étais au bureau, j'ai reçu des Américains. C'était en 2008-2009. Ils voulaient comprendre la banalisation c'est quoi. Ils sont venus, on a discuté pendant 1 heure du temps. Ils ont fait rapport à Washington et c'est sorti quand Wikileaks a sorti les câbles. Mais ce que j'ai aimé chez les Américains, c'est la rigueur. Ils ont repris tout ce qu'on a dit et puis ils ont fait leurs commentaires. Dans leurs commentaires, c'est très clair. Il faut redorer l'image de l'Amérique en cassant Télé 7 et Potentiel. 10 ans après, où se trouve Potentiel, où se trouve Télé 7. Et j'ai eu la chance d'aller à Washington à cause de mon discours. Parce que les Américains sont très tolérants. Il faut étudier les autres. Parce que nous arrivons à Washington, d'ailleurs, ce sont les Américains qui m'ont appelé. Je ne suis pas parti chercher. Monsieur Mulumba, est-ce que vous pouvez aller visiter dans le cadre de leadership, des choses comme ça, pendant 21 jours, sans problème. J'ai accepté, mais j'ai posé des conditions. Je vais aller dans les universités et dans la presse. Nous sommes retrouvés avec... on était à 8 Africains. On était des Congolais avec Kibangoula qui était chez Jeune Afrique. Et dès que nous sommes arrivés à l'aéroport, on nous reçoit. Les Américains nous disent, ici c'est la liberté. Parlez librement. C'est que beaucoup d'Occidentaux ne disent pas ici. Dit ici c'est la liberté, pas librement. Et j'ai pris ma liberté jusque dans les universités. J'ai parlé ouvertement et j'ai défendu le Congo. Après je suis rentré. Le problème c'est quoi? Nous ne sommes pas, dans notre culture, nous ne sommes pas habitués à la liberté, à l'autonomie intellectuelle. C'est la grande difficulté. Les Congolais, professeurs ou pas, font plaisir à des individus politiques, qu'ils soient noirs ou blancs. Mais quand on est un véritable intellectuel, vous donnez votre point de vue, vous argumentez. Et puis, il faut aussi être capable d'accepter que l'autre peut te contredire. Mais dans notre culture mentale, on n'a pas ça. Voilà pourquoi ceux qui accèdent au pouvoir n'acceptent pas un discours contraire. Le problème est où? L'élite intellectuelle est médiocre. C'est notre grande difficulté ici. Pourquoi elle est médiocre? Je viens de parler dimension spirituelle. D'un côté, vous pouvez vous imaginer maintenant, on lance des fusées. Ici, les gens font encore des fétiches. En cette période ici. Pour devenir ministre, ils vont dormir dans les cimetières. J'ai jamais vu. Donc, nous portons une responsabilité en tant qu'intellectuels. Et puis, quand vous dites que est-ce que moi je peux aider, ça l'erreur. C'est un individu. Imaginez-vous, les gens qui n'ont pas à l'école des Blancs s'organisent. Pourquoi vous qui êtes à l'école des Blancs, vous n'êtes pas capable de s'organiser? Exemple, si vous demandez aux Congolais de se mettre ensemble pour financer seulement $10 pour soutenir les actions, tu verras personne. Mais ils sont prêts à accepter d'aller dans une histoire des Occidentaux qui peut dépenser $400 et tout le monde là, des professeurs d'université, gonfle la poitrine. Vous êtes incapable de vous organiser. Donc vous acceptez que les autres organisent pour y entrer. Donc le problème c'est nous-mêmes. Donc il faudrait quand même y travailler. C'est là moi j'ai dit la grande difficulté ici, c'est l'absence de la philosophie.
Parce que quand quelqu'un fait la philosophie, il est très éveillé. Et quand quelqu'un a l'essence de l'histoire, il sait où il part. Les drames, on a tué les cours de philosophie, ça n'existe pas. Et l'histoire qu'on apprend, c'est notre histoire. Dans mon tout ouvrage, j'ai proposé quelques solutions. Je pense que vous aurez ça. La première, c'est la reconquête de l'autonomie intellectuelle comme une exigence. Regardez les musiciens. D'abord, quand ils meurent, mais c'est toute la ville. Et quand un politique meurt, un intellectuel meurt, on en parle même. Les morts ici, en face, c'est le Tumba. Et ceux qui vont aller faire pour le Tumba, là, sont les intellectuels. Ils ont des diplômes universitaires. Mais les morts, personne n'est là. Le problème est très profond. Il n'y a pas que les Yolo. Luambo, Tabouley, Emeneya. On voit ce qu'on fait. Mais quand les intellectuels meurent, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Une question, est-ce qu'on a besoin d'intellectuels ou pas? Donc il faut s'organiser. La vie, c'est un combat. Moi, je peux pas comprendre les gens qui n'ont pas l'école s'organisent, ils vous dominent. Vous avez étudié, vous êtes incapable de vous imposer. Organisez-vous. Si le pouvoir ne veut pas vous donner l'argent, organisez-vous. Faites des cotisations. $1, $2, $3. Pendant une année, vous avez l'argent. Mais les gens préfèrent aller boire la bière à l'intérieur qui coûte cher. Et puis, beaucoup ne lisent pas. C'est ça le problème de fond. Beaucoup de gens ici, professeurs, ne lisent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où Mudimba a trouvé. Mudimba a publié une étude en 1974. Ça y est, chez Zahir Afrique. Les intellectuels de Zaïrois. L'analyse est là. Il a fait une enquête. Il a trouvé des choses. Pourquoi les gens sont médiocres? L'école a produit des gens. Donc, d'abord, on a besoin d'un statut. Hein, comme les anciens évolués. Et puis, on aime l'argent. C'est ça le problème ici. Les statuts, comme les anciens évolués, et puis on aime l'argent. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, il faudrait maintenant cette dimension mystique qui nous manque. Parce que quand un homme a une dimension mystique ou bien spirituelle élevée, il est détaché bien matériel. Et là, la vérité scientifique est complétée par la vérité, par la foi. Et quand vous n'avez pas les deux, ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens disent n'importe quoi dans notre société. Il y a un autre élément, il faut entrer en politique par la grande porte. Moi, quelquefois, ça me fait rire. Quand il y a des élections ici, ce sont des médiocres qui sont devant. Mais on vote pour eux un jour, à Lembala, professeur candidat. Il passe pour faire sa campagne. La maman lui dit, mais papa, l'université au salaire côté. Mais quand c'est là qu'on va faire quoi? Vous voyez la perception qu'on a des universitaires chez nous, des mendiants. Et ils sont là, ils acceptent. Dès que quelqu'un est au pouvoir, ils vont porter des mallettes. Il faudrait que les intellectuels entrent par la grande porte. Ça signifie quoi? Ceux qui sont capables de faire la politique, ils entrent. La politique, c'est un art. Mais ceux qui veulent rester des universitaires doivent rester en dehors, mais collaborer. Toutes les grandes civilisations qui ont émergé, c'est quand les politiques et les philosophes ou bien les sciences ont collaboré. Ils n'ont pas en compétition. Chez nous, on est en compétition ici. Dès que vous entendez, oh, c'est un opposant. Que faire? Il faut le casser. On va vous rendre nul là. Donc vous n'avez pas d'argent, vous devenez des mendiants. Ça fait pleurer. Mais ceux qui sont au pouvoir là-bas, sont les universitaires, comment ils peuvent l'abandonner une telle université? Il y a un problème. Mais le fond du problème aussi, c'est parce que ces élites ne sont pas les nôtres. Ce sont les élites qui travaillent pour les intérêts étrangers. Voilà pourquoi ils n'ont pas de compte à rendre à notre peuple. Donc, si nous voulons nous en sortir, il faut qu'on devienne indépendant. Politiquement, ça veut dire élection. C'est élection, il faut que les gens qui ont des capacités accèdent au pouvoir. Les dernières élections, c'est une catastrophe. Regardez aujourd'hui notre pays. Une crise, une impasse. Est-ce que vous avez vu les intellectuels prendre des paroles sur le plan politique? Regardez la voie suivre. Rien. Tout le monde se cache là. Il attend si demain on va donner les livres de PDG, les listes des ministres pour être là-bas. Vous voyez la difficulté? Donc il faut qu'on fasse la part des choses. Ou bien on est intellectuel, ou bien on est politique. On ne peut pas faire les deux à la fois. Je vois généralement professeur, PhD, ministre tel. Ça n'a pas de sens. Vous connaissez l'ancien DG du Fonds monétaire, c'est qui? Toscane, c'était professeur d'université. Est-ce que j'ai dit non, professeur universitaire Toscane? Non, du PhD.
Mais ici, ils se comportent comme des petits évolués pour faire peur à la population. Rien n'a changé. Donc c'est une élite médiocre qui a échoué. Il faut la changer. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un débat interne. Et pour cela, il faut qu'il y ait des scientifiques. Il faut que la science, pour aider, orienter et la population et les hommes politiques. L'autre question, vous voyez, je disais ici, les gens viennent raconter, oh, on veut se développer, oh, émergence 2065, émergence, développement, ouais. Surtout la Chine est là, même l'Occident là. C'est parce qu'on a mis la science au profit, donc, on a mis la science au profit de la société. On a financé les universités, la science, il faut les universités, les centres de recherche. Vous abandonnez les universités, vous développez où? Ça prouve qu'il n'y a pas d'intellectuel, parce que quelqu'un qui a la jojote, il voit les autres, la Chine, l'Inde, les pays européens, l'Amérique. C'est grâce à la science qu'ils sont devenus puissants. Vous êtes non, nous allons au développement, et puis on vous amène des fausses théories, vous avalez, vous reproduisez, vous êtes nulle part. Donc c'est le moment de faire un travail de fond, de s'autocritiquer, pour qu'on s'en sorte. Mais là, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui comprennent. Mais quand vous avez des hommes politiques qui ne comprennent pas, vous pouvez parler, ça ne passe pas. Que faire? Prendre leur place. C'est très clair. Mais comment ces gens-là qui n'ont pas été comme vous, ils se deviennent des chefs? Moi, je ne comprends pas. Prenez le courage de vous assumer. Faites la campagne comme les autres. Accédez au pouvoir. Je dis, ceux qui ont la capacité, parce que la politique, c'est l'art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu sens que tu as cet art-là de faire la politique, de négocier, trouver des compromis, tu peux y entrer. Mais si tu n'en as pas, reste à l'université, fais tes recherches. Donc il faut une division du travail. Vous voyez l'opposition entre la science et les politiques, il faut qu'il y ait une collaboration pour que la société avance. Mais la manière dont nous travaillons aujourd'hui, moi je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. Attends, j'arrive parce que il faut renouveler la pensée de la spiritualité comme un remède. Vous voyez pour les autres ont réussi. Les cas de la Chine battant n'ont pas fait de fétiches. Ok, merci beaucoup. Ce maître Carlos Simupili, je prends la parole à ma qualité de notable panafricain. Je félicite tout ce qui s'est fait, et même le livre et tout ça. En tout cas, j'apprécie à sa juste valeur. Professeur Kamana, je crois que pour la liste, à part Moudimbe et les autres, il faut penser aussi à intégrer le professeur philosophe Muthusa Kabe. Après être déçu par les droits, je me suis intéressé à la philosophie, et c'est chez lui que j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'au moins lui, il a relayé les enseignements que Mouzé nous avait donnés sur la critique et l'esprit critique. Quand Muthusa Kabe vous dit il faut se méfier aux définitions, mais il faut s'attacher à la conceptualisation. Et c'est simple par un exemple. Quand aujourd'hui je parcours même les travaux, les TFC des mémoires de mes étudiants, premier chapitre, lorsqu'ils définissent même les concepts clés, ce que le professeur dit, il ne fait même pas référence à aucune publication interne. Vous parcourez sa bibliographie, même son directeur, il n'est pas cité dans la bibliographie. Et moi, je trouve que c'est un danger, parce que là, quand vous demandez la définition aujourd'hui du mariage, en France, on vous dira, c'est l'union conjugale entre deux personnes qui s'aiment, qu'importe leur sexe. Si vous demandez la définition de la famille, on va vous dire père, mère et enfant. Et on nous a imposé cette définition ici, et même des concepts et cousins qui ne sont pas des concepts de nos dialectes. Nous les apprenons parce que nous voulons le raisonnement par procuration. Mais voilà maintenant comme piste des solutions. Je suis d'accord avec Freddy et ensemble nous partageons ces constats-là. D'abord, il n'y a pas une élite médiocre. Au Congo, une élite reste élite. Parce que élite, par définition, si vous voyez Pareto, c'est quelqu'un, un visionnaire qui a un esprit élevé et qui entraîne les autres vers le bien. Mais celui qui ne fait pas ça, il n'est pas élite.
Et c'est ce que Platon dit dans sa théorie de réminiscence des corps, où il dit un philosophe, c'est celui qui oublie le corps pour défendre l'esprit, ses idées. Donc pour Platon, plusieurs de nos professeurs, ils ne sont pas des intellectuels. Parce que lorsqu'un professeur, il se bat pour avoir des costumes, il se bat en rédigeant des discours mensongers dans le cabinet des ministres pour avoir la voiture, au lieu de défendre les idées intellectuelles, pour Platon, il n'est plus intellectuel, il n'est plus savant. Et je crois que il faut faire sortir une théorie. Ces gens-là, ce sont des Tarzans intellectuels. Donc, un Tarzan qui est élevé dans une jungle, il oublie qu'il est un humain et il croit qu'il est ce qu'il est. Donc, c'est un Tarzan. Donc, beaucoup de nous, même si nous avons des thèses ou des masters, mais réellement, nous ne sommes pas, nous oublions ce que nous sommes. Et je crois qu'il est un travail de faire ce qu'on dit le sévrage intellectuel. Nous devons quitter d'être des nourrissons intellectuels et nous devons nous sévrer spirituellement et intellectuellement. Et voilà comment, quand on a appris beaucoup de choses, nous nous refusons beaucoup de théories, beaucoup de confirmations qui viennent du Nord. On va vous dire, on va vanter, il faut être comme l'Amérique. L'Amérique s'est développée. Mais l'histoire, le professeur vient de soulever ça. Les États-Unis se sont développés sur base des crimes contre l'humanité. La France, si Sarkozy a besoin de l'argent parce que son budget est insignifiant, il va tuer Kadhafi et piller le pétrole de Libye. Ce qu'un chef d'État, Fachi, ne peut pas faire dans notre pays. Aujourd'hui, je vois tous les intellectuels qui veulent lire, qui peuvent même être trompés par un petit journaliste de RFI, commencer à citer Kagame comme modèle. Aujourd'hui, de discuter encore sur les réseaux sociaux avec un grand intellectuel que j'ai de considération. Je dis, si après 5 ans de mariage avec votre épouse, vous n'avez pas d'enfant, et qu'un voisin viole votre femme, et que du coup, votre femme devient enceinte, et vous allez louer, admirer la virilité sexuelle de votre voisin, comment un intellectuel congolais peut apprécier Kagame qui pille ses minéraux, pille ses richesses et dire qu'au moins lui quand même il a su gérer ça. Mais c'est inadmissible, inadmissible. Alors, le PNID va nous dire l'essai de développement. C'est lui, non, le développement, c'est l'essai, hein, l'indice de développement. C'est celui qui mange sous-développement de moins de $2 par jour. Ce qui est faux et archi-faux. Vous avez $2 à Bwende, vous mangez très bien, que celui qui est à Kananga avec $10. Oui, je résume, je termine par là. C'est comme ça aussi, nous devons travailler aussi pour faire promouvoir nos idoles. Pas les idoles imposées par l'Occident. Mandela, c'est tout professeur Mandela. Mais cherchez qui est Mandela. Cherchez qui est Mandela. Qu'est-ce qu'il a fait comme bilan en Afrique du Sud? Et quel accord qu'il a signé pour sortir? Non, on nous oppose, on dit non, il a dit pardon. On nous oppose aussi en Amérique de Martin Luther King, pacifiste. On nous oppose Gandhi, pacifiste. Mais eux là, quel est cet héros occidental qui était pacifiste? Personne. Donc on veut nous dire quoi? Suivez les Mandela là, qui disent pardonnons les agresseurs. Suivez Martin Luther King, pacifiste, pour que demain, ou même aujourd'hui, qu'ils continuent à nous agresser, à nous piller, et que nous ne puissions pas avoir les mécanismes de défense. Donc nous devons faire attention. J'ai dit, je vous remercie. Je m'appelle Mahango Ramazani Yassine, étudiant en droit à l'Université protestante au Congo. Et j'ai une question pour M. Freddy. Ma question, en fait, porte sur une observation. C'est-à-dire que lors de votre exposé, j'ai presque l'impression, en fait, que l'élite dont vous parlez, c'est cet intellectuel, en fait. C'est cet individu qui se retrouve déjà sur le marché de l'emploi, si je peux dire. Donc c'est déjà cette personne-là qui se retrouve
dans cet accès de frénésie vers des structures ou des organisations où en fait ils pourraient se protéger en fait de la pauvreté, parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire que pourquoi on va en politique aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'en politique il y a de l'argent. Mais maintenant, que faites-vous de nous les étudiants ? Quelle est cette importance que vous nous accordez à nous les étudiants aujourd'hui ? Il y a quelque chose de très déplorable en fait que l'on constate dans nos universités. Dans nos universités aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, c'est à être idiots. C'est-à-dire que nous les étudiants, nous ne pouvons pas contester et contredire nos professeurs. On nous demande d'être modestes dans nos réflexions, comme pour dire qu'on ne pourrait jamais faire preuve de génie. Il y a des fois, en fait, on nous donne des travaux pratiques, et lorsque l'heure de la correction arrive, vous vous retrouvez presque tous avec des zéros. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le professeur, il dit que non, voilà, moi j'ai 30 ans, 35 ans d'expérience dans ce métier, je connais le niveau des étudiants. Il me suffit juste de regarder le français lorsque le français il est bien soigné, c'est-à-dire que l'étudiant il est allé copier sur Internet. Donc ça signifie qu'on donne déjà cette espèce de... On nous rabaisse en fait. Et comment est-ce que vous voudrez que nous, demain, nous puissions aspirer à la grandeur si on ne fait que nous tourner le dos au lieu de nous tendre la main ? Dans nos universités aujourd'hui, on nous refuse la philosophie. On doit toujours rester fidèle aux doctrines des professeurs. Les professeurs eux-mêmes, en fait, qui nous enseignent, ce sont des personnes qui ne voudraient pas qu'un jour ou l'autre nous devenons aussi des professeurs, mais que nous soyons toujours soumis, des subalternes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que voilà, les personnes qui ont certes de l'intelligence se retrouvent dans l'ombre, en fait. Ce sont des personnes qui sont ignorées. Ce sont des personnes qui n'ont pas, en fait, cette perspective d'avenir. Aujourd'hui, les personnes qui se retrouvent ministres, en réalité, mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête, ces personnes-là ? Elles n'ont rien du tout. Donc, on se rend compte que c'est la médiocrité, en fait, qui est élevée, alors que le savoir, il n'est pas encouragé. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'élite congolaise, aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'argent. Nous, universitaires, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de financement. Nous avons besoin que l'on nous suive. Nous avons besoin que l'on nous guide. Nous avons besoin que l'on nous façonne. Nous n'avons plus besoin que l'on nous nourrisse de cette nourriture, en fait, qui ne nous construit pas. Nous n'avons plus besoin, en fait, que l'on nous donne un savoir, en fait, que l'on ne peut pas contester. Nous n'avons plus besoin, en fait, que l'on nous dise « Non, mais toi, tu restes à ta place, moi, je suis le professeur ». Nous avons aussi besoin que l'on nous mette sur le même piédestal, pardon. En fait, c'est ça, en fait, ma préoccupation. Lorsque vous parlez de l'avenir, en fait, de notre pays, c'est de quelle élite dont vous parlez ? Parlez-vous de vous, aujourd'hui ? Vous vous retrouvez, vous êtes directeur général, adjoint, je veux dire. Est-ce que c'est de vous que vous parlez ou est-ce que vous parlez aussi de nous, étudiants qui ne sommes rien, parce qu'actuellement, nous sommes des petits zéros, en fait. On ne compte pour rien dans cette société. C'est de quelle élite dont il est question ? Chez nous, on pense généralement que l'intellectuel, c'est un opposant. Dès que tu écris un livre, tu m'as critiqué. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Un journaliste a fait un reportage sur quelqu'un de son village qui avait publié un ouvrage, et ça fait longtemps. Il y a eu un autre professeur qui a critiqué. Le gars a fait son travail en tant que journaliste. Il a rapporté les faits. Dès que c'est passé à la télévision, tous les villages s'étaient énervés. Ils disent, mais comment ? Nous voulons aussi avoir notre intellectuel, toi tu vas encore le détruire. Donc ça pose un problème très sérieux. Donc, il n'y a pas seulement que les élites, mais aussi la population qui pose problème. Il faut travailler. On sait aujourd'hui, tous les peuples qui ont réussi, qui sont imposés, c'est grâce à la science, pas grâce aux fétiches. La plupart de nos intellectuels sont encore dans des fétiches et ça pose problème. Regardez le micro parce que les jeunes ont posé une question précise. Ouais. Et est-ce que cette définition, cette autocritique que vous faites ne vous concerne que vous, intellectuels adultes d'aujourd'hui,
et que toutes les énergies qu'eux génèrent, vous ne tenez pas compte de ça, qui n'ont besoin que d'un accompagnement. Moi, je pense que c'est une question, pardon, d'organisation. Peut-être nous, on a eu la chance, quand l'école était encore correcte, hein, les gens qui étaient plus âgés nous ont aidés à émerger. Mais aujourd'hui, les problèmes, même certains professeurs ne sont pas à la hauteur. Je vous dis que c'est pas... mais quand ils vous donnent cours, c'est du n'importe quoi. Hein. Ce sont des réalités, il faut les dire en face. Généralement, quand je vois d'autres personnes qui se disent professeurs, vous voyez que les questions qu'ils posent, quand il y a des débats, mais ça laisse à désirer. Notre société est en crise. On n'a plus de repères. Donc il faut ceux qui comprennent soient capables de donner des repères pour qu'on s'en sorte. Ça demande sacrifice. J'étais à l'université un jour, j'ai amené les caméras pour suivre des doctorants. Mais c'était une catastrophe. Difficile même de faire des phrases en français. Moi je dis, mais vous allez défendre votre thèse avec, dans quelle langue d'abord? Vous avez difficile à parler français. Est-ce qu'en lisant les documents, est-ce que vous comprenez? Et j'ai reproché au professeur, j'ai dit, mais ça c'est la complaisance. Quand une telle personne n'a pas le niveau de licence, il ne peut pas aller faire la thèse. Mais comment vous laissez tout ça? Mais la question de fond, c'est quoi? Pourquoi nos élites intellectuelles s'accommodent à la médiocrité? C'est la question. Non, comme la plupart sont des médiocres, c'est tout normal. Donc la jeunesse, je pense que les profs vont en parler, il faut des universités alternatives. Je ne sais pas si le prof Chiembe veut aussi donner un mot. Si vous pouvez parler aussi, ce serait très bien. Les jeunes gens posent des questions avant que les profs Kamana parlent. Ça peut vous arranger, professeur. Merci, chers amis. C'est un énième plaisir de vous retrouver sur ce débat qui nous a occupé voici une quinzaine d'années. Alors, je ne réponds pas directement à la question des étudiants de savoir le lien entre ceux qui sont déjà là, les élites, les intellectuels, et quel serait le relais pour eux, où sont-ils? Je pense que le professeur Kamana est mieux placé pour répondre à une telle question. Alors, je voudrais tout simplement faire une petite intervention au bout du raisonnement de Freddy et du professeur Kamana, notamment après avoir indiqué les présupposés des réponses des uns et des autres, et après avoir ensemencé sur ce que l'Europe a fait, la révolution monastique, l'objectif, l'encyclopédie, l'objectif, et la cerise sur le gâteau ou le cheminement au-delà des hommes, l'homme nouveau auquel vous vous adressez en termes de souhait ou de voir l'émergence. Il y a la question globale de la société et la question que Madame a sous-entendue, la question de l'État. Après les révolutions que vous avez bien indiquées, monastiques et encyclopédiques, tout le monde a compris que seul, rien ne peut être entrepris. Pourquoi? Parce qu'il y a deux destins. Il y a un destin collectif et il y a le destin individuel. Mais pour qu'une société se lève, c'est vrai, la société a besoin des individus. Le leadership individuel est un élément constitutif de l'avenir global. Mais l'avenir global a besoin, au-delà des individus, d'un paramètre qu'on appelle vulgairement l'État. Nos sociétés, les sociétés occidentales que vous avez examinées avec beaucoup de pertinence, le chapeau du destin collectif, c'est l'État. À Ouestéphalie, en 1648, après la rupture de la papauté et du pouvoir qui est devenu civil, tout ceci a été pris en charge par l'organisation globale, nouveau de la société.
la naissance de l'État. Aujourd'hui, malgré la médiocrité, à titre individuel, on a cité le nom de Congolais, vous-même, d'autres. Ça veut dire que dans un champ global de combat, de lutte, par élimination de médiocres, pour utiliser le terme de Freddy, la survie permet aux meilleurs, quels que soient les lieux, d'émerger, malgré les difficultés. Nous tous, on a été à l'école ici, grâce à l'époque où on est né, les indépendances et la volonté de Mobutu, pour parler de l'UNASA, de créer une université qui rassemblait l'idée qu'il se faisait du Congo. Et nous avons eu la chance d'avoir la bourse de l'État congolais qui voulait une élite, quelle que soit par ailleurs la coloration. Nous ne serions pas allés là où nous sommes si la chance ne nous avait souri d'être dans un environnement créé par quelqu'un qui avait un projet, qui voulait voir les gens s'inscrire dans son projet. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nos leaderships individuels peuvent suffire, mais si nous ne sommes pas entraînés dans une dynamique globale, qui est votre souhait, la rencontre entre l'État et la société, pour faire en sorte que, je donne un exemple banal, un garçon, la compétence, l'intelligence, ce sont des dons. On est avec ou on n'en a pas. Mais entre les dons, un enfant qui naît avec un don de mathématiques, il est né dans un village où il n'y a jamais eu d'école. Il grandira, il sera père, il donnera naissance aux enfants, mais personne ne verra triompher son don de mathématiques parce qu'il est né dans un environnement où ce qu'on appelle mathématiques n'existe pas. Le foot, Dieu sait combien il y a des gens qui ont ce don, même de musique. Mais lorsqu'on est dans un environnement où il n'y a même pas quelque chose qu'on appelle un ballon, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le terrain de foot, on peut naître avec le don. Et on mourra avec ce don, parce que de là où l'on vient, le foot, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais si, par la société organisée, un enfant qui a un don de maths, il y a une école, il a un enseignant, l'enseignant peut détecter son don de mathématiques. Et s'il y a une promotion sociale, cet enfant peut être envoyé à l'école, il peut, vous parliez tout à l'heure de prix, il peut avoir un prix, il peut aller plus loin. C'est-à-dire que tant que nos destins seront laissés à notre capacité individuelle à nous battre, probablement à nous en sortir, le destin de ce pays, on dira tel, on connaît, dans tel secteur, on connaît un tel, à l'université, on a lu un livre d'un tel, ça existe, presque dans toutes les sociétés. Mais le destin collectif dépasse les destins individuels. S'il n'y a pas un booster, la question que vous posiez tout à l'heure, qui énerve tout le monde, comment un pays, on dit que Dieu s'est enlevé le lundi, mardi, mercredi, ayant créé pendant 7 jours, fatigué, il a oublié dans sa besace tout ce qui restait des richesses. Et où est-ce qu'il a oublié ça? Au Congo. Dieu, par fatigue, a oublié tout ce qu'il avait. Dans quel pays? Le Congo. Mais lorsqu'on fait la ration entre les potentialités du Congo et la pauvreté des Congolais, nous-mêmes, chaque jour, on a honte. Lorsque vous discutez avec des collègues, mais ce n'est pas possible. Comment ce pays peut avoir autant de possibilités et avoir une population dans un tel état de pauvreté?
Les gens ne croient pas à l'idée même que dans ce pays-là, quelqu'un puisse avoir quelque chose qu'on appelle l'intelligence. La question de Mampoya dont tu parlais. Mampoya a parlé à près de 300 personnes pour dire, mais moi, Auguste Mampoya, je suis venu ici à Nancy, j'ai fait une partie de mes études avec des collègues professeurs ici. J'enseigne ici depuis des années. Comment expliquer que tout ce que je sais, c'est que d'autres collègues connaissent? Quand je suis dans mon pays, ce savoir ne sert absolument à rien. Alors, est-ce quelque chose d'inné? Est-ce que le noir n'est pas... Sarkozy avait lancé une boutade en parlant de partage des ressources du Congo. Ça lui a valu tous les malheurs que vous connaissez. Et à Dakar, il a eu le malheur de reprendre une phrase qu'il ne comprenait pas. Les Noirs ne sont pas sortis de l'histoire, c'est égal. Toi qui connais la philosophie. Même aujourd'hui, nombre de Congolais, nombre d'Africains s'interrogent encore. Si dans l'homme noir, il y a quelque chose d'être pensant. C'est bête, je l'avoue, mais les gens se posent ces questions devant l'impasse. Dois-je rappeler qu'il y a quelques années, à l'époque où Moïse Katumbi était le gouverneur du Katanga, moi je faisais une conférence à l'ULB. Au sortir de la conférence, j'ai vu un groupe de notables venus de Kananga. Et ces notables, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Ils s'interrogeaient pour voir, parmi les enfants des Blancs qui étaient au Kasaï, il y a quelques années, peut-on trouver un ou deux qui peut être gouverneur du Kasaï occidental? Eh oui. Ces notables ont fait le tour de la Belgique. C'est vous dire. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Un Katumbi pour le Kasaï occidental. Non mais tout le monde a rigolé. Mais ils étaient fermes dans ce qu'ils... Ils étaient désespérés. Ils pensaient que un enfant, un arrière-arrière d'un blanc qui était au Kasaï peut sauver le Kasaï occidental. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, toi qui es fasciné par les ruptures et l'extraversion dont notre collègue parlait tout à l'heure, est-ce que notre malheur est dans le fait que le savoir vient ailleurs? Non. Le savoir, c'est un savoir. Pourquoi les Grecs sont allés apprendre en Égypte? Le savoir n'est pas une barrière. L'esprit critique. Vous n'allez pas chez des Blancs ou chez les Chinois juste pour gober. Non, vous apprenez des choses. Vous avez un esprit critique. Ce que vous voulez prendre, vous prenez. Ce que vous ne voulez pas prendre, les Chinois ne vous obligent pas. Donc, ce que vous voulez adopter, vous adaptez. Et les Chinois eux-mêmes, on sait d'où ils viennent. La révolution de Mao, les bons en avant, après des échecs excessifs, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose à tirer du capitalisme, mais le capitalisme à la chinoise. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième économie du monde capitaliste. Or, à l'époque de Mao, si on avait appelé quelqu'un capitaliste, il était mort. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a du capitalisme qu'on devient bête. Mao, ce qu'il a fait de plus, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est nettoyer le cerveau des Chinois. Les discipliner et les mettre dans un esprit critique, c'est ce que Deng Xiaoping a fait. La chance des Chinois, c'est d'avoir un homme, qui était d'ailleurs le copain de Mao, qu'il avait envoyé d'abord à Paris pour étudier. Même Sun Yat-sen, qui a fondé la Chine, l'État démocratique, c'est-à-dire la première république de 1901-1902, ce garçon était envoyé par son pays pour apprendre à la Sorbonne. Et quand il est rentré dans les années 20-21, la première constitution de la Chine est copiée sur la constitution française de la Révolution. C'est Mao qui l'a déchiré
en mettant ce qu'ils croyaient être la révolution, eh bien, on voit aujourd'hui où est la Chine. Donc, sur cette question, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le savoir au motif qu'il vient d'ailleurs. Non, toutes les civilisations ont progressé au contact des autres. Mais ce qui est pertinent dans ce que vous venez de dire, chers collègues, c'est d'avoir un esprit critique. Au lieu d'être seulement celui qui mange, collecte et qui ne réfléchit pas, non, si nous sommes des êtres pensants, nous pouvons réfléchir sur la connaissance qui est devant nous ou qui est dans nos mains. Qu'est-ce que nous prenons, qu'est-ce que nous ne prenons pas? Si nous faisons cette œuvre critique, nous pouvons aller de l'avant. Mais là aussi, pour terminer, la question de fond sur l'avenir du Congo, on a des gens intelligents, on a des gens brillants. Aujourd'hui, un de nos collègues qui végétait ici, le professeur Mouyembe, aujourd'hui, quand l'État l'a reconnu, le monde entier le découvre. Et pourtant, ça fait des années qu'il rame ici. Ce qu'il a découvert comme connaissance n'est pas seulement limité aux Congolais. Ça n'a pas de couleur de peau. On peut soigner cette maladie. Si un Américain était frappé par cette maladie, on peut soigner la maladie avec la connaissance qu'il a découverte et mise en œuvre. Donc le savoir peut servir partout, à condition qu'on sache quel type de savoir, ça sert à quoi et qu'est-ce que nous devons en faire, tout simplement. Et j'ai fini pour dire que tant que la question de l'État, Dieu sait combien cette question nous a occupés il y a une vingtaine d'années, on a écrit des livres, Dieu merci, ou malheureusement, qui ne sont pas connus dans nos universités. Tout à l'heure, Freddy parlait de les thèses ou les mémoires. Moi, j'ai dirigé des thèses, mais je n'ai jamais demandé à mes étudiants de me citer. Parce qu'un enseignant n'est pas un gourou. On ne va pas demander à celui qui travaille avec vous pour un mémoire ou pour une thèse de vous citer. S'il veut lui-même apprendre, il découvre mon livre Écriture des choses qui ont lié à voir avec son travail, il peut. Mais je n'ai jamais exigé. Ce sont les collègues examinateurs de thèse ou de mémoire qui s'en prennent à mes étudiants. Ils disent, mais tiens, vous n'avez pas cité le livre de votre promoteur? J'ai dit, mais je ne suis pas obligé. Je ne suis pas un gourou. Un étudiant, pour revenir à nos amis étudiants, non, l'esprit critique doit laisser l'étudiant dans la possibilité de contester ce que l'enseignant dit. Mais je ne sais pas où vous étudiez. C'est terrible si vraiment l'enseignement ou l'enseignement, le rapport enseignant est réduit à les conditions d'esclavage que vous indiquez. Si on ne débat pas, si on n'échange pas avec un prof, ce n'est plus l'université. Le problème de relation entre professeurs et étudiants dans le système congolais aujourd'hui, ce problème est crucial parce que c'est l'organisation globale de notre système éducatif et particulièrement de notre système supérieur et universitaire. C'est cela qui pose problème parce que ce n'est pas aujourd'hui conçu en fonction d'un projet clairement visible pour l'homme congolais dont nous avons besoin aujourd'hui pour sa capacité d'organisation et de travail et surtout sur sa capacité de créativité quand un étudiant, par exemple, veut s'affirmer comme un chercheur, c'est-à-dire un véritable créateur. Dans ce système, comme dit Madame, les étudiants n'ont pas ni l'espace ni le temps à consacrer véritablement à la construction personnelle en tant qu'universitaire et à la participation au débat public sur les grandes questions de société aujourd'hui. J'enseigne aujourd'hui à l'université de Kaziba, à l'université protestante du pays des Grands Lacs à Bukavu,
et à Goma, à l'Université catholique de Goma et à l'Université d'État Joseph Kasavubu à Boma. Eh bien, j'étais tellement déçu et découragé par l'organisation de notre système que finalement, à Goma, j'ai dit aux jeunes, si vous voulez apprendre quelque chose, eh bien, ce n'est pas dans ces universités-là. Venez, on va faire une université alternative. Et l'université alternative, c'est vous qui travaillez. Et c'est par vos recherches que moi, je dois pouvoir apprendre et apprendre beaucoup plus. Parce que si nous sommes 50 et que chacun est capable de dire ce qu'il a appris dans le livre qu'il a lu, eh bien, je considère que j'ai 50 livres que j'ai lus. Alors, considérez maintenant que vous devez travailler pour lire. Parce que c'est incroyable, notre système. Quand les étudiants n'ont pas le temps de lire, alors, où voulez-vous qu'ils apprennent à écrire? Et comment voulez-vous qu'ils participent au vrai débat de la société? Mais j'ai beau poser la question à mes recteurs dans ces universités pour leur dire, mais on peut arrêter les cours à 13 heures. On dit, non, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi c'est pas possible? Il dit, non, parce que le programme prévoit 1000 choses. J'ai dit, mais avec ça, on ne gagne pas, en fin de compte. Parce que les étudiants, ils sont tellement fatigués et à la fin, ils ne travaillent pas sérieusement. Alors, le problème de votre capacité à vous construire vous-même, le savoir que vous devez avoir, eh bien ça, c'est une question capitale. Parce que ce que vous valez, vous le valez, vous le savez vous-même. Maintenant, je ne pose plus, je ne corrige plus les examens de mes étudiants. Quand j'ai fini le cours, et puis je leur demande, maintenant, évaluez-vous vous-même. Dites-moi, combien, après avoir participé à ces cours-là, vous pensez que vous valez? Et cette auto-évaluation, c'est ça qui pourrait m'encourager comme professeur à continuer à travailler avec vous. Justement, ce n'est pas vrai. Je me suis rendu compte que chacun avait une perception très claire de ce qu'il valait. Je n'en ai pas vu un à qui moi j'aurais dit il vaut 14. Je n'en ai pas vu un seul qui s'est donné 16. Juste l'auto-évaluation, je leur dis maintenant, vous valez ce que vous savez que vous valez. Alors si vous pensez que moi je dois maintenant vous dire ce que vous valez, eh bien on triche tous. Alors dites un peu honnêtement qui vous êtes. J'ai l'impression qu'ils comprennent cette logique-là. Donc l'essentiel, le maître, c'est vous. Et les professeurs doivent apprendre maintenant à ce que les étudiants deviennent aussi leur maître dans la manière de présenter les problèmes et de faire que le cours soit aussi un espace de débat. Congo na biso Congo, car on s'est